Bienvenue sur It's Big, c'est Renaud de H. Burns. J'ai un micro moi, dans ta gueule. Fais des petites... Bienvenue sur It's Big, c'est Renaud de H. Burns. Franck de Vietnam. Buy it, right now. J'avais un projet qui était dessus de faire un disque à Chicago chez Albini. J'ai réfléchi en termes de musique tout bêtement et je voulais trouver des interlocuteurs à qui parler de musique en fait, qui pourraient être éventuellement branchés par le projet, partager un petit peu les mêmes fantasmes rock'n'roll d'aller là-bas. J'allais dire, il y a 1 an et demi maintenant, j'avais quelques maquettes, quelques chansons que j'avais maquettées et je me suis dit tiens, qui étaient pas dégueu, qui étaient pas mal, qui étaient des bonnes maquettes. Qui étaient des bonnes maquettes, bon, merci. Je me suis dit quel homme pourrait suivre sur un tel projet. Donc j'ai contacté Franck Hanez ici présent. Papa. Ouais. Papa Hanez et superbe et il m'a dit en 5 minutes ok on le fait. Et comme les mecs font pas les choses à moitié, ils ont pas décidé de faire un disque mais de carrément de monter un label, puisque ça c'est l'impulsion, elle s'est créée là sur ce disque là, mais après ils ont commencé à dire non mais on va faire un label, on va pas juste produire un disque. C'est-à-dire quand tu commences à mettre les mains dans le truc, tu te dis soit on y va, soit on n'y va pas quoi. Si c'est juste pour y aller du bout des lèvres, c'est pas rigolo quoi. Quand Renaud est venu nous voir en nous disant j'ai envie d'enregistrer chez Albini, nous Albini ça nous parlait, c'était comme un rêve de gosse quoi. C'est-à-dire que c'est bien sympa de faire des magazines de foot et tout, mais quand on te dit tu veux aller passer 15 jours chez Albini, les pieds dans la neige, à faire le con avec un morse et des fluffy coffee, c'est difficile à refuser quoi. Steve Albini c'est producteur culte des années 90 en fait, c'est le mec qui a produit Nirvana, qui a produit les Pixies, qui a produit Pete Gervais, qui a produit Jess Lizard, qui a produit Slint, qui a produit... C'est aussi le mec qui était en train d'enregistrer le dernier album de Sparklers quand il a décidé de se mettre une balle dans le cœur. Ce qui est plutôt une fin assez romantique. Absolument. Donc il possède les bandes du dernier Sparklers qu'on aurait bien aimé voler. En fait, on peut l'avouer maintenant. On a passé 10 jours à essayer de trouver où étaient les bandes dans le studio pour pouvoir repartir avec. Mais on ne les a pas trouvées, sans succès. Ouais. On est reparti juste avec celle d'H. Burns, qui était déjà pas mal. Watching the colors glow until the day goes by. By the time you realize. Pour contacter Albini, le truc c'est que c'est vraiment hyper simple à l'américaine, c'est-à-dire qu'ils ont un site internet avec où tu peux carrément faire ton devis en ligne comme si tu allais réparer ta bagnole quoi. Et t'as le prix avec ou sans Steve Albini, avec un autre ingénieur du son, au gros studio, au petit studio, avec hébergement, sans hébergement. Et à la fin, ça te calcule carrément ton addition. Et à partir de là, t'as ton estimation et t'appelles et tu dis voilà, écoutez, t'envoies un mail avec du son. Et puis t'attends qu'il te réponde. Voilà. Il a un manager. Tu croises les doigts et puis. Voilà, tu dis j'espère qu'il va. T'as son bon vieux Stephen Solly. Ouais, il a un assistant qui est magnifique. Son assistant qui est une sorte de gros morse. De gros morse hipster geek de Chicago, comme on croirait tout droit sorti d'une série ou du film High Fidelity qui a été tourné à Chicago d'ailleurs, et le mec te rappelle et il te dit ok, quel serait votre planning, on serait ravis de le faire, quel serait votre planning, et tu lui parles pas à lui directement, tu parles à son assistant quoi. On est parti à Chicago, il faisait moins 17, il faisait froid, on était bien, on restait 10 heures par jour dans un studio. C'est-à-dire que quand on arrive chez Steve Albini, la première chose qu'il demande, c'est d'écrire sur une feuille tous les sentiments qui passent par le groupe pour chaque morceau. Et après, il lit la feuille avec Renaud, ils échangent sur le truc, jusqu'à ce que Steve Albini ait l'impression d'avoir vraiment compris là où le groupe veut aller. Il m'a dit tu mets n'importe quoi. Des trucs vraiment cons. Des trucs, il m'a dit mais une métaphore même lointaine du morceau, moi ça m'aide, tout ce que tu peux mettre comme métaphore ça m'aide à saisir l'ambiance du truc. T'as l'impression de faire critique de disque. Tu mets toutes les métaphores pourries. Labyrinthe. Pour faire en sorte que le mec ait l'impression de pouvoir rentrer dans ta tête, quoi. Plus il y avait de choses et plus il était content. Et après, du coup, voilà, il est avec le groupe et il passe 2-3 heures à foutre ses micros tout seul. Donc il nous dit voilà, vous avez quartier libre pendant 2-3 heures, vous faites ce que vous voulez, vous me faites pas chier, moi je mets mes micros. Hop, donc là il s'active comme une petite fourmi, il fait pas travailler des assistants, quoi que ce soit, il veut que ce soit lui qui place ses micros tout seul. C'est hyper important pour lui. Moi j'en étais à un stade où j'étais très catalogué musicien folk et je voulais faire un disque de rock'n'roll, et je me suis dit qui mieux qu'Albini pour justement casser ce truc-là, faire du rock'n'roll et avoir un son hyper brut. Il est vraiment connu pour avoir un son très tranchant. On fait vraiment les choses à l'ancienne en 8 jours, tout sur analogique, tout sur bande.
90% des prises ont été live, même la voix sur certains titres. Lui, ce qu'il aime bien, c'est quand le morceau il rentre en une prise, quoi. Ça, pour le coup, il était super content avec Edge Burns, puisqu'il y a quand même pas mal de morceaux qui ont été enregistrés en une prise. Et à la fin, il a découpé un tout petit bout de bande grand comme ça, en donnant à un des membres du groupe en disant c'est le seul truc que vous avez raté. Et il a dit ceci est la taille de ton erreur. Et il a dit sur 10 jours, c'est pas beaucoup. Donc, il était assez. Il nous a adoubé. Ouais, il était content, il était heureux. Du coup, il a voulu faire le mastering lui aussi, etc. Il s'est hyper investi dans le disque, ce qui est assez rare chez Steve Albini aujourd'hui, parce qu'il a enregistré énormément de gros groupes, donc il pourrait avoir un côté un peu blasé. Et un énième groupe qui vient, en plus un groupe français, on pourrait se dire il en a rien à foutre et il fait ça juste pour la thune. D'une part, il prend pas beaucoup de thunes, en fait. Beaucoup moins de thunes que pas mal de producteurs français. En fait, Steve Albini a une politique qui est je ne parle pas à la maison de disques. Donc moi, il me parlait jamais, par exemple. Un jour, il a dit à Renaud, je sais pas qui sont les types qui sont avec toi. S'ils te gênent pas, moi, ils me gênent pas. Mais voilà, en gros, c'était pas plus que ça. Donc, il vous a toléré. Ouais, il nous a toléré, voilà. En revanche, je voyais de l'extérieur et c'était marrant la façon dont, au début, il était assez distant, à mettre des petites vannes, à faire un peu de l'humour à l'anglaise. Et puis peu à peu, hop, il se prenait au jeu et peu à peu, on a l'impression qu'il intégrait vraiment le groupe. Ouais, et à la fin, il était vraiment... c'était une discussion permanente avec Renaud, ils étaient vraiment sur le truc à fond. Et voilà, et en fait, il a pris le projet au fur et à mesure. Il est rentré dans le truc en lui donnant de plus en plus d'ampleur, en fait. Et ça, c'était assez rigolo à voir de l'extérieur. Ouais, c'est carrément devenu un membre éphémère du groupe. Il mange pas. Ah, il mange pas, ça le déconcentre. Non. De 10h du matin à 22h, des fois minuit les premiers jours. Le mec bouge pas, il boit des fluffy coffee. Il reste dans le studio. Quand toi tu vas bouffer, il reste là. Il fait des trucs de concentration pour rester focus. Comme ça, donc sudoku, machin. Et il bronche pas et il est toujours hyper constant. C'est-à-dire que dans sa façon de te parler, que ce soit 10h du mat ou minuit, il va jamais avoir une saute d'humeur, jamais un truc hyper professionnel jusqu'au bout des ongles. Le mec considère que son job, lui, c'est d'être constant et d'être là pour être quelqu'un qui va te faciliter la vie et qui est pas là pour te faire passer ses sautes d'humeur, quoi. Et ça, c'est hyper agréable. From both ends, it scares the shit out of me to get back at it. Outside it hurts my pride. Et au bout d'un moment, on se sent un peu à la maison, quoi. Je crois que d'ailleurs la force de son studio, c'est ça, c'est qu'il y a un salon qui est aussi le sien, où tu regardes des DVD, ou tes machins, où tu te fais bouffer, tu regardes la télé avec lui, il te propose la zapette. Ça se passe comme ça et ça fait que en fait t'es chez toi en train d'enregistrer avec un des meilleurs sons du monde. Et qui est pas du tout un mec d'ailleurs dans le côté rock'n'roll, défonce ou quoi que ce soit. Il est hyper straight. Ah, il est complètement straight. Et toute la nuit, il se couche très tard, il se couche à 5h du mat et toute la nuit il mate des émissions de cuisine à la télé qu'il a enregistrées la journée. Et Albini, il a des livres quand même sur les roquettes, des livres avec des dessins de roquettes, avec des plans de coupe et tout, des trucs complètement ouf. C'est fou. Et ouais, c'est assez marrant ce côté, on regarde une émission sur comment éclater les bombes de la Seconde Guerre mondiale, les missiles de guerre de la Seconde Guerre mondiale, se débarrasser de dans des barrages qu'ils construisaient exprès pour le truc. Et il était tout content de nous montrer cette émission. On n'a pas vraiment défoncé Chicago, quoi. On peut pas dire ça. Mais par contre, on a un peu défoncé les magasins de vinyle. Voilà. En fait, on est rock'n'roll comme le rock des années 90. C'est-à-dire, c'est plus le rock où tu casses des chambres d'hôtel ou quoi que ce soit. Il n'y a pas le côté Pete Doherty du truc. On a plus un côté passionné de musique et les uns et les autres. Donc finalement, nos soirées sont relativement calmes. Bah, surtout quand t'as pris 12 heures de son dans la gueule. Ouais, quand t'as pris 12 heures de son dans la gueule, on est un peu calmé. Donc il y a vraiment un côté high fidelity dans le truc, quoi. C'est vraiment cette génération-là, quoi. Basketball, rock'n'roll et steakhouse, quoi. On discute de musique, comme on discutait de musique quand on parlait des groupes qu'on aimait, bah, tout à coup on parle d'un groupe qu'on aime, qui est le sien. Donc, et on en parle de la même façon. Mesdames, messieurs, si vous vous abonnez à It's Big, vous pouvez gagner 5 albums dédicacés. C'est pas dégueulasse. C'est pas rien. Et on va le dédicacer d'ailleurs de ce pas. Okay. Il est là, hop, Digisleeve, petit poster dépliant avec les paroles. 12 chansons, 38 minutes. Pas de photo de Renaud à l'intérieur par contre. Non, pas de photo. Un truc très sobre. Très sobre. Voilà. Donc abonnez-vous. Il y en a 5 à gagner.
Très beau disque. Très doux d'ailleurs. Regarde, si tu touches, très Ouais, doux. c'est du Très belle carton matière. retourné. Ouais. Très belle beau. matière, très agréable. Très très agréable. On peut le passer contre sa joue, si on aime. C'est très sweet. 6 years on the backseat of your car. 6 years on the backseat. Merci.